Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Florestan Groult, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier-Fossoul. Vous êtes le vice-président à la métropole au sport, au parasport et à la vie associative. Exactement. Alors, parlons d'abord du budget, qui était la grande séquence de ce mois de mars. Oui. Comme pour tous les autres domaines de la métropole, vous avez dû faire des efforts conséquents. Pour les sports, c'est un effort de 10% sur le budget qui a été concentré sur les gros acteurs, comme pour la culture? Oui, à peu près. Dire d'abord que l'effort budgétaire, il est issu d'un projet de loi de finances du gouvernement qui vient racketter quelque part les collectivités et donc les habitants de nos territoires. Maintenant, nos députés avaient fait le travail à l'Assemblée nationale pour proposer un budget équilibré avec plus de recettes. Malheureusement, le gouvernement a choisi de passer par 49.3, donc on subit cette demande d'efforts pour rembourser les comptes de l'État. Et pour votre part, dans les arbitrages avec Bruno Bernard, vous aviez 450 000 euros à trouver sur le budget des sports. Exactement, sur un budget d'à peu près 4 500 000. Donc on a fait le travail, on est allé, comme on en a l'habitude, protéger l'essentiel, ce qui fait la vie sociale et sportive. Donc on a demandé aux acteurs qui ont des marges de manœuvre de faire des efforts. On pense plutôt aux gros clubs professionnels comme l'Olympique Lyonnais, comme l'Asvel, comme le Loup. On fait aussi un petit peu des efforts sur le soutien aux événements sportifs où on va légèrement baisser les subventions. Mais derrière, on a préservé l'essentiel puisqu'on préserve les clubs amateurs en fonctionnement. Et ça, j'insiste dessus parce que je veux envoyer le message à chacun et chacune des bénévoles et des dirigeants de ce club que la valeur sociale qu'ils proposent pour nos territoires nous est infiniment précieuse. Et donc, on a conservé notre soutien en fonctionnement pour les clubs amateurs bénévoles. Et surtout, on a aussi conservé nos enveloppes pour le sport santé adapté handicap et pour le sport inclusif et solidaire, qui sont deux de mes politiques publiques phares. Et donc, j'en suis très satisfait. On conserve aussi le fait de déployer des îlots sportifs dans l'espace public, des îlots sportifs urbains, pour permettre dans les quartiers de nos villes, dans les quartiers des villes de la métropole, la pratique du sport de manière là aussi inclusive et mixte. Donc vous voyez, finalement, je suis assez satisfait. Comme le terrain dans le 7e arbitrages. arrondissement, qui sera occupé provisoirement avant l'arrivée d'un gymnase. Alors, sur le terrain dans le 7e arrondissement, on est bien sur une occupation temporaire. Donc, c'est une opération qui me tient particulièrement à cœur parce que sur cette parcelle qui est en attente d'un projet... Vous récupérez la cité idéale qui était en transition, enfin en occupation transitoire juste à côté aussi, pour le faire voilà, plutôt quelque chose de sportif dans les... C'est ça, la cité idéale arrivée à son terme parce que Bouygues n'a pas renouvelé la mise à disposition. Et donc la collectivité est arrivée en essayant de proposer des solutions à ce bel acteur associatif. Moi, j'avais envie que cet espace il ne reste pas vide pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, le temps de faire émerger un projet. Et donc on s'est associé avec la cité idéale Sportfield pour proposer un lieu de vie, un lieu sportif. Et donc on aura des paddles, un terrain omnisport, un terrain multisport, un petit lieu guinguette un petit peu. Et je pense que les habitantes et les habitants du 7e arrondissement, mais aussi de l'ensemble de la métropole de Lyon, auront là une proposition qui va leur permettre d'avoir un endroit où passer un moment agréable, d'aller faire un petit peu de sport, d'aller se tester sur du beach volley, d'aller se tester sur du hand, d'aller se tester sur du yoga, du paddle, d'aller prendre un verre en regardant un match. Voilà, c'est ça aussi la proposition de notre majorité, la proposition que je porte en tant que vice-président au sport, de multiplier tous ces endroits où le sport est aussi le garant d'une vie sociale et collective, et les habitantes et les habitants en ont bien besoin. Pour promouvoir le sport inclusif, vous misez aussi sur la bande dessinée. Alors oui, on mise sur la bande dessinée. Alors la bande dessinée, elle vient plutôt valoriser et mettre en avant une action en profondeur que je mène depuis 2 ans pour le sport santé adapté handicap. Vous savez que j'ai créé un réseau qui s'appelle le réseau sport santé adapté handicap, qui à la fois propose des formations, la formation club inclusif avec le comité parasportif du sport français, qui permet par promotion de 12 clubs de se former à l'accueil de public en situation de handicap, et aussi par un appel à projet qui permet d'amener les moyens pour les clubs
de déployer ces sections inclusives ou ces initiatives inclusives, parce qu'on peut avoir un créneau dédié, mais on peut aussi avoir un créneau aménagé et finalement faire qu'un créneau de sport qui est totalement commun devienne aussi un lieu d'accueil et d'inclusivité. Et toutes ces réussites, puisqu'on a multiplié par 3 l'offre parasportive et on a plus de 200 projets de sport inclusif qui nous arrivent chaque année, on voulait en donner une restitution autrement que par des chiffres, parce qu'il se passe quelque chose d'infiniment intéressant, d'infiniment beau, d'infiniment humain, lorsque ces clubs, lorsque des personnes qui avant n'avaient pas accès à la pratique peuvent se révéler par une nouvelle pratique sportive. Et on a comme ça des histoires qui sont magnifiques. On a des histoires de quelqu'un qui se retrouve parce qu'on a financé une yolette, c'est-à-dire un petit bateau d'aviron avec lequel il peut désormais pratiquer un sport. On a des personnes qui font de la gym adaptée et on voulait poser un regard artistique sur ça pour pouvoir le donner à voir aux habitantes et aux habitants et pour leur montrer que oui, une autre société est possible, qu'il se passe des choses belles. Et donc avec 12 auteurs et 12 autrices sous la coordination d'Olivier Jouvray, que tous les amateurs du monde de la bande dessinée connaissent bien, on va faire Viens jouer. Viens jouer, c'est 12 histoires de sport inclusif dont on a hâte de vous présenter le résultat. Je reviens sur le débat sur le budget à la métropole. Ouais. C'est pas la partie sportive qui a fait le plus débat. Et on a entendu des montées au créneau, notamment sur la culture, Nathalie Perrin-Gilbert. Ça vous vexe? Ça veut dire que les politiques sportives intéressent moins finalement? Il y avait moins de gens pour défendre votre budget? Non, ça me vexe pas. D'une part parce qu'en fait mon budget était totalement défendu. Je fais partie des gens qui ont vraiment préservé l'essentiel de leur budget et en tout cas mes actions. Il y a une baisse de 10% quand même. Oui, il y a une baisse de 10%, mais l'essentiel de nos actions va pouvoir continuer à être déployé. Par contre, c'est vrai que moi, en tant que vice-président au sport, je regretterais toujours un petit peu que parfois les actrices et les acteurs du sport sont un peu les parents pauvres par rapport à la culture. Ça, on s'en parle souvent. La proposition sociale, la proposition de valeur sociale qu'offre le sport dans les territoires avec des matchs tous les week-ends, des entraînements tous les soirs, c'est quelque chose d'inestimable pour la cité. Et je fais partie de l'équipe des actrices et des acteurs du sport qui le défendent vigoureusement auprès de mes collègues élus, auprès de mes collègues parlementaires et auprès du gouvernement. Et je regrette d'ailleurs que la promesse des Jeux olympiques et paralympiques 2024 qui devait impulser justement une plus grande reconnaissance du sport finalement soit un petit peu ternie par ces crédits qui ont été coupés, 40 millions d'euros d'efforts qui ont été finalement supprimés du jour au lendemain et qui étaient justement des crédits fléchés pour faire émerger ces projets où le sport est vecteur de transformation sociale. Et ça, les acteurs du sport ne sont pas toujours dévalués en politique locale, en tout cas à l'approche des prochaines municipales, parce qu'on en voit deux et pas des moindres qui annoncent des candidatures. On parle de Jean-Michel Aulas, évidemment, et qui envisage peut-être de se présenter à l'automne. On parle aussi l'ancien adjoint au sport, ancien ministre des Sports, Thierry Braillard, qui travaille sur une candidature un peu plus au centre-gauche. Ce qui veut dire que j'ai la bonne délégation, a priori, Raphaël. Vous les voyez arriver comment, ces deux candidatures? Ça fait écho dans le monde du sport? Vous voyez qu'il pourrait renverser un peu la table? Écoutez, Jean-Michel Aulas, j'ai travaillé avec lui en tant que vice-président à la Fédération française de foot. Il a une vision pour le sport féminin. Moi, je m'occupe de la vision pour la ville et la métropole. Voilà. Ensuite, Thierry Braillard, je constate que dans une gauche plutôt social-démocrate, il y a énormément de candidatures qui sont en train d'arriver. On a Monsieur Braillard, on a Madame Perrin-Gilbert, on a Monsieur Aulas, même si Monsieur Aulas semble vouloir plutôt s'allier aussi avec les droites. On a Monsieur Kimmelfeld, on a Monsieur Kepenekian. C'est un petit peu bouché tout ça, et surtout, on a l'impression que leurs propositions politiques
c'est simplement il faut autre chose que les Verts et il ne faut pas la France insoumise. Pour moi, ça ne fait pas un projet politique. Un projet politique, c'est une vision pour la ville, c'est une vision pour la métropole. Donc, vous pensez que Jean-Michel Aulas n'est pas capable de présenter une vision pour la ville? Je pense que plutôt que de commander d'abord un sondage, il aurait peut-être pu commencer par nous proposer son projet pour la ville de Lyon, ou la métropole de Lyon. Et donc, peut-être que c'est sur ce sujet-là qu'il va travailler à présent. Mais la gauche, en tout cas, sous ses différentes formes, abordait ces municipales à Lyon plutôt dans la position du favori. Est-ce que Jean-Michel Aulas n'est pas une candidature capable de rebattre les cartes, d'aller séduire un électorat peut-être plus populaire, qui était plutôt à gauche jusqu'ici? Je pense que Jean-Michel Aulas, quand il a réfléchi à ces questions, il y a réfléchi en forme d'indépendant. Là, il est en train de s'adosser à des étiquettes Les Républicains, à des étiquettes Renaissance. Et donc, je pense que les gens ne voudront pas voter pour un Macron ou un Colombis. Donc, ce n'est pas une candidature qui vous inquiète alors. Est-ce que ça peut pousser la gauche à l'union? Et notamment, on a vu les déclarations des Insoumis, dont vous faites partie, annoncer des listes autonomes dans toutes les municipalités, dans toutes les communes pour les municipales l'année prochaine. Est-ce que ça peut vous pousser à l'union, cette candidature? Alors nous, notre position de la France Insoumise, elle est toujours très claire à la date d'aujourd'hui. On veut faire des listes partout. On veut se préparer à pouvoir faire des listes partout, ce qui nous permettra de tendre la main ou de saisir les mains tendues. Sur quoi? Sur la base de garanties programmatiques. Donc nous, on travaille à ce programme, on travaille à formuler justement une vision de la ville, une vision de la métropole, des garanties programmatiques sur les logements, des garanties programmatiques sur les transports, des garanties programmatiques sur les cantines, des garanties programmatiques sur la gestion des communs, des biens essentiels, pour que ces biens essentiels et ces besoins essentiels soient des droits fondamentaux garantis pour toutes et tous. Vous faites partie de l'exécutif de Bruno Bernard à la métropole. Vous souhaitez continuer à travailler avec lui sur le prochain mandat? Eh bien, on a eu des belles réalisations communes, on a eu aussi des désaccords, et donc au moment où on sera prêt et où on pourra démontrer que notre force qui a fait... Mais la balance penche de quel côté? Pour l'union ou pour la désunion? Au moment où on a fait des scores plus que probants aux européennes, plus que probants aussi aux législatives, on ira discuter et on fera, il y aura forcément des échanges. Nous, on sera en capacité de partir partout. On pourra tendre la main sur la base de ces garanties programmatiques et d'un projet pour les Grands Lyonnaises et les Grands Lyonnais. On pourra saisir la main tendue. On a tendu une main, nous, à Marine Tondelier. Paul Vanier a écrit à Marine Tondelier pour discuter des municipales 2026. Donc les choses en sont là. Moi, après, je reste concentré au travail sur mes politiques publiques parce que vous savez, quand on démontre en tant que vice-président insoumis qu'on peut exercer les responsabilités et faire du sport un outil de cohésion sociale, et à la fin, vous souhaitez l'union ou pas? À la fin, moi, je n'ai pas d'a priori. Ce que je souhaite, c'est discuter sur les garanties programmatiques et ce qu'on va offrir aux Grands Lyonnaises et aux Grands Lyonnais. La main est tendue à Paris, j'allais dire. Donc ça se décidera à Paris. Ça se décidera entre, effectivement, aussi, il y a des enjeux nationaux qui seront pris en compte. On le sait très bien, vous le savez depuis longtemps que vous suivez la politique. Paul Vanier a écrit à Marine Tondelier. Maintenant, je souhaite qu'ils se rencontreront à ce moment-là. Mais voilà, maintenant, il n'y a pas de choses automatiques. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on discute. Florest en gros, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.